Les élections générales en République démocratique du Congo doivent se tenir en 2023, du moins selon la Constitution qui reste encore en vigueur. Mais 2 ans avant, à Kinshasa, comme dans les différents quartiers généraux politiques, cette question est déjà d'actualité. Certains préconisent aussi des réformes, notamment le G13. En même temps, les confessions religieuses, pour elles veulent justement que d'abord les animateurs de la CENI soient choisis et par après, par les réformes. Et aujourd'hui, nous recevons justement sur ces plateaux Maître Carlos Mupili, président de la clinique électorale de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement. Lui, comme son association, sont aussi porteurs d'un certain nombre de réformes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'entretien. Monsieur Carlos Mupili, vous êtes l'un des fervents défenseurs des réformes. En même temps, en face de vous, il y a les confessions religieuses qui veulent d'abord qu'il y ait les animateurs, les nouveaux animateurs à la tête de la CENI. Selon vous, les réformes doivent commencer par quoi? Par quelle action? Effectivement. Merci Stéphane. Mais les confessions religieuses, oui, s'il faut aller dans la démocratie, comme loi de majorité, mais les confessions religieuses étaient prêtes en respectant la loi organique en vigueur, qui disait lorsque les animateurs de la CENI sont fait mandat, il faut le remplacer. Et c'est comme ça qu'ils avaient désigné Ronsard Malonda. Et le PV a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Mais il y avait 2 confessions religieuses. Donc, le cardinal, l'archevêque de Kinshasa, pour ne pas dire l'église catholique, parce que l'église catholique c'est un peu complexe, c'est l'unité des commandements qui commence par Vatican, et le représentant de l'ECC. Et ils ont dit non, parce que notre candidat ne peut pas passer, on change les choses, on commence les réformes, et on mettra les animateurs après. Cette position sera appuyée par d'autres candidats présidents potentiels qui étaient aussi des défenseurs de la Constitution, malheureusement. Donc, le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba, et aussi le président Aïdeli de PES, Jean-Marc Kabonde. Ils ont organisé des marches, il faut connaître la suite, il y a eu des morts d'hommes, je vois encore les policiers là, qui étaient tombés, assassinés par le manifestant de l'UDPS. Et même parmi les manifestants de l'UDPS, 3 ont perdu la vie ici à Kinshasa. Ça comptait dans des provinces. Même un député national. Hein. Évidemment, il a succombé, ce qu'on appelle homicide préter intentionnel. Alors, nous disons maintenant ceci. À l'époque, nous disons, respectons la loi. Parce que la loi organique, c'est la CENI, c'est une règle des droits. C'est différent d'une règle religieuse ou une règle morale ou qui conseille ou qui exhorte par ce qu'on a dit à bon entendeur, salut. Une règle des droits ne conseille pas, ne négocie pas. Elle s'impose. Et si tu ne tempères pas, tu es délinquant et tu dois être châtié. Et qui ont voulu déroger à la règle. Alors, ceux qui ont dit non à la désignation, à leur réforme, ce sont des gens qui ont violé la loi. Et ils devraient être sanctionnés si on avait de cours, une justice indépendante, forte. Là, vous accusez directement aussi le chef de l'État parce que lui aussi a refusé d'entériner cette désignation. Mais c'est là où nous parlons de l'article 1er de la Constitution. Identifie le Congo comme un État de droit, pas un État de police. Il y a la différence entre un État de droit, un État de police et un État vaillant. Un État de droit, c'est là où les règles s'imposent à tout le monde. Et toute autorité, qu'elle soit-elle, doit respecter les normes et doit fonctionner selon les normes, d'une manière d'ailleurs volontaire. Mais dans un État de police, c'est là où la loi est forte sur les petits peuples, pas sur les autorités publiques. C'est ce qui est vécu présentement. C'est ce qui est vécu dans notre pays maintenant. Mais il y a alors que la Constitution veut l'état des droits, mais dans le mode de fonctionnement, c'est l'état des polices. Mais un État voyou, c'est l'État qui prend des engagements
sur les instruments juridiques internationaux, mais qui ne respecte pas ses propres engagements. Alors, je crois que l'UDPS, comme slogan État des droits, bon, même si elle a voté non au référendum sur la Constitution qui parlait de l'État des droits, mais nous connaissons que et le genre qui est la même Constitution qui est en vigueur actuellement. Qui est en vigueur. Donc, c'était déjà une aberration. Donc, mais à l'époque, nous disions quoi? Mettons les animateurs, parce qu'on ne négocie pas avec la loi s'impose à tous, et c'est lui qui s'attaque à la loi, il fait des actes de rébellion, il doit être réprimé par la justice. Alors, comme on ne nous a pas écoutés, on a politisé les choses, mais nous avons dit, vous serez rattrapés. Parce que si on mettait déjà les animateurs de la CENI à l'époque, c'est eux qui joueraient le rôle des conseillers techniques aux institutions politiques comme le Parlement, qui est composé par... Donc aujourd'hui, vous êtes pour la désignation d'abord des animateurs de la CENI, bien avant d'entamer une quelconque réforme. Il y a eu du sang. Nous sommes à la session de mars. Faire la réforme sur les cadres légaux, tout peut terminer dans 2 semaines. Ce n'est pas un travail plus difficile. 2 semaines, même 2 jours, 3 jours, ça peut tout faire. Mais choisir les animateurs de la CENI, là, c'est... Non, ça devient un peu compliqué. Parce que la loi doit être impersonnelle. Qu'on mette d'abord le cadre légal, ok, qu'on fasse des réformes pour honorer les sangs de ceux qui sont tombés. Et après, on désignera les animateurs d'ici le mois de mai ou juin. Et ils commenceront le travail conformément à la loi organique qui sera révisée. Et quelles sont les réformes que vous portez justement? Parce que vous dites que vous êtes porteur des réformes qui visent des questions de substance pour sauver la CENI. Quelles sont vos réformes? Très bien. Nous, au niveau de la clinique électorale, tel que ça s'est dit, la clinique électorale, c'est-à-dire nous commençons par les diagnostics et puis nous proposons la thérapie. Nous avons compris que beaucoup se poumonnent pour des réformes, Lorsqu'on dit réforme, c'est quelque chose, c'est une transformation par rapport à une situation donnée. Il faut qu'on apporte des solutions par rapport aux problèmes. Et le grand problème, c'est quoi? Les gens se plaignent que depuis les 3 cycles qu'on a connus, il y a toujours des contestations qui nous amènent à des manifestations violentes et meurtrières. D'où il faut qu'on puisse placer les gens capables à nous donner des bonnes élections. Mais ces gens vont venir d'où? Parce qu'on en a déjà essayé. En 2006, à partir de Sun City, on dit non, ça sera une CI. Donc, à partir d'abord de 2005, ça sera une CI. C'est-à-dire, on a opté pour loger mixte. La société civile, donc c'était 21 membres, où on a mis la société civile Malou Malou et 4 vice-présidents, qui étaient comme les délégués, les gendarmes des résultats des scrutins de leur candidat président de la République. Mais à la fin du compte, on a vu qu'un seul individu, Abbé Malou Malou. On est allé en 2011, on a désigné 7 membres. Là, on a exclu les acteurs de la société civile, dirigés par Moulounda. Son adjoint, c'est le sénateur Njoli, grand constitutionnel. Alors, qui ne pouvait pas être trompé par le docteur en théologie, Moulounda. Qui n'avait rien à voir avec les droits. Qui n'avait rien à voir avec les droits. Mais, après, on va dire quoi? Moulounda a avantagé son frère, ok? Kabila. Malgré que Moulounda a donné des supports, des archives, des résultats, chaque bureau, chaque centre, à chaque ambassadeur, à chaque observateur électoral. Alors, nous sommes allés en 2018. Maintenant, là, nous allons avec 13 membres. 6 qui viennent de la majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile. Donc, dans l'opposition, il y avait quelqu'un de l'UDPS qui était là, rapporteur, du MLC, questeur adjoint, de l'UNC, qui venait de l'opposition. Donc, tous étaient là comme des gendarmes pour surveiller ou pour attraper celui qui peut voler ou qui peut tricher les voix de leur candidat président et de leur candidat député. Donc, tout ça, on a fait. Mais ça n'a rien donné comme résultat. Alors,
Qu'est-ce que nous disons? Nous disons ceci. Nous connaissons que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la pression politique. Et ça, c'est une évidence. Nous avons vu le membre de la Cour constitutionnelle, Oboul et Kilomba, qui ont voulu dire au président, avec courtoisie, président, ce que vous faites viole la Constitution, viole la loi organique, parce que votre ordonnance, c'est un règlement d'application de la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle. Pour seulement avoir dit ça, imaginez-vous, hein, le juge constitutionnel, c'est le juge pénal du président de la République. Le président de la République est justiciable devant juge Kilomba et Oboul. Mais le justiciable a fait quoi? Il a mis en chômage son juge pénal. Le chef de l'État, il savait permuter, hein, il faut dire vrai, non? Mais il s'était permuté. À l'heure où nous sommes, les juges, l'histoire retiendra que les justiciables, pour recevoir les observations de son magistrat naturel, il a envoyé son magistrat naturel au chômage sous l'applaudissement de ses collègues magistrats, professeurs d'université, juristes et professionnels des droits. Donc, de réforme. De la deuxième exemple, Mabunda et Tambo Mwamba, les honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour dire non. Voilà là où ils sont aujourd'hui. Et on peut reculer les 13 parlementaires dont Etienne Tshisekedi pour dire non à Mobutu. Vous savez là où c'est qu'ils ont subi. Pour dire quoi? Nous sommes dans un pays où nous tous nous connaissons que si on vous nomme à tel poste, si vous voulez défendre la légalité en contradiction de la volonté du président de la République, vous allez au chômage ou soit vous vivez des représailles. D'où la pression politique. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons ceci, et ça se passe à Madagascar, que dans la loi électorale, dans la Constitution, toute autorité politique, politico-administrative, qui veut déposer sa candidature, qu'il puisse d'abord, depuis 3 mois, démissionner de son poste. Mais ce n'est pas une nouveauté pour la République démocratique du Congo. Ça a été vécu, non? C'est une expérience déjà connue. C'était vécu et ça reste pour les mandateurs publics. Pourquoi on demande aux ADG, s'ils veulent postuler, ils doivent démissionner? Mais on laisse le Premier ministre postuler, on laisse le ministre de l'Intérieur postuler, on laisse le gouverneur postuler, on laisse tout le monde postuler. Donc, ça n'a pas de sens. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que nous on a observé? Au-delà du cas du président de la République, vous êtes dans un territoire. Vous, Stéphie, vous êtes candidat à député. Et parmi vos concurrents, candidats, il y a le gouverneur. Parmi vos candidats, il y a le ministre de la Défense. Parmi vos concurrents, il y a le ministre de l'Intérieur. Vous, candidats, vous voyez comment ça se passe? C'est que l'autre candidat vient avec un cortège et c'est le président, c'est le CEP de la CENI qui tremble parce qu'il voit le ministre, il voit le gouverneur. Toutes les infractions pénales prévues dans la loi électorale ne peuvent rien faire contre ce candidat parce qu'il a des immunités, il a des privilèges de juridiction. Est-ce qu'un OPJ peut arrêter? C'est lui qui fait le bourrage de jeunes pour les gouverneurs, pour les candidats gouverneurs. C'est pourquoi vous suggérez à ce que, si par exemple Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est candidat en 2023, qu'il dépose sa démission 3 mois avant à la Cour constitutionnelle. Évidemment. Mais dans ce cas, il faut revoir l'article 73 de la Constitution. Qui dit quoi? Qui dit qui demande la convocation du scrutin présidentiel 90 jours avant la fin du mandat. Mais il faut maintenant qu'on renvoie à 3 mois ou 6 mois après le mandat du président de la République. Donc, c'est-à-dire que le chef de l'État purge son mandat. Il termine son mandat. OK? De 5 ans. Et après, il peut ajouter encore autre 3 mois. Parce qu'il faut attendre aussi le mandat de député et de gouverneur pour que ça puisse prendre aussi fin. Et après, si le président veut postuler à sa propre succession,
il dépose sa candidature, il démissionne, et après, il dépose maintenant sa candidature. Mais qu'est-ce que ça va changer exactement? Parce que ici, vous laissez entendre que c'est pour éviter l'influence, c'est pour éviter les pressions politiques sur l'organisation des élections, mais on sait bien que les élections, c'est une question purement politique. Il y aura toujours pression des politiques. Non. Je réponds par une question. Si le candidat Emmanuel Shadari était déjà chef de l'État, il allait accepter de perdre les élections au profit des candidats de l'opposition. Si Joseph Kabila était lui-même candidat à sa propre succession, acceptait-il de perdre l'élection? Pourquoi pas? La réponse, si oui, alors ne révisons pas. Si les députés croient que si Emmanuel Shadari était déjà chef de l'État et qu'il organisait cette élection-là et qu'il perdait et qu'il accepterait cet échec, alors laissons. Mais donc là, vous prêtez justement des intentions. Mais nous avons quand même une expérience que en 2018, il y a eu un chef de l'État qui n'était pas à la course présidentielle et que tous les candidats n'étaient pas à la course présidentielle. Shadari n'était pas ministre. Ok? Félix Tshisekedi n'était pas ministre. Fayoulou n'était pas ministre. Et les autres. Et vous voyez comment les choses ont marché. Mais il y a eu aussi contestation, il faut le dire. Hein. Il y a eu aussi contestation. Oui. Il y a eu aussi un procès ici. Il y a eu contestation, mais la contestation reine n'a pas eu lieu. La contestation reine, c'est de ne pas vouloir celui qui est au pouvoir rester au pouvoir. C'était ça la contestation. Mais il y en a, d'une manière aussi pacifique, il faut le dire, quand Martin Fayoulou continue à se présenter comme les présidents élus. Continue à nier la légitimité de Félix Tshisekedi. Bon, là, il y a aussi un problème. Le seul problème qu'il faut dire, nous tous nous voyons souvent la CENI. Mais la CENI proclame le résultat provisoire. Mais le juge électoral est le plus grand coupable que la CENI. Moi, s'il faut jeter des pierres à la CENI, mais il faut brûler, il faut incendier le juge constitutionnel. Mais, on a vu lors du procès opposant le camp Fayoulou au camp Tshisekedi, on a vu Ronsard Malonda, comme expert de la CENI, témoigner en faveur du chef de l'État actuel, en faveur de Félix Tshisekedi. Mais c'est Ronsard Malonda qui a effectivement éclairé la religion de ces juges constitutionnels. Oui, lui étant qu'un expert de la CENI, il devrait venir pour éclairer la cour. Et c'est là où il y a un problème. Quand je dis il faut faire un travail, c'est d'abord le travail sur de rendre notre démocratie intellectuelle, alphabète en matière électorale. Ce qui elle ne l'est pas encore. Non. Il y a beaucoup de choses que notre classe politique doit apprendre. Et même que notre justice électorale doit aussi être recyclée. Et même les avocats doivent aussi être recyclés. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas demander à un candidat député d'apporter des preuves, alors que la CENI, dans un bureau de vote, vous pouvez trouver plus de 500 témoins des candidats députés. Et la CENI n'a pas cette possibilité de donner 500 PV aux témoins. C'est impossible. Et alors pourquoi placer mais à la Cour constitutionnelle, on exige aux candidats députés, aux candidats malheureux, d'exhiber de preuves. Et là, vous savez qu'on saisit la Cour constitutionnelle par une requête. C'est que c'est en matière civile. Est-ce qu'on ne peut pas... C'est le principe de l'égalité de preuves. Maître Carlos, est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître ici que le pari de mettre à côté la pression politique sur la CENI est un pari déjà perdu en avance? Ce ne sera pas facile.
Non, je trouve que chacun doit apporter sa pierre. On peut tout dire. Joseph Kabila a fait ce qu'il a fait. Ok? Joseph Kabila a trouvé les décrets-lois constitutionnels d'une page et demie. Il a laissé une constitution référendaire. Joseph Kabila a trouvé des partis politiques suspendus. Il a restauré la démocratie pluraliste et il a laissé plus de 600 partis politiques. Joseph Kabila, depuis il est le premier président à organiser un scrutin présidentiel au suffrage universel direct dans notre pays. Parce que Kassavubu était élu au suffrage universel indirect. Alors, déjà, Joseph Kabila, il a organisé les élections avec ses moyens propres. Non, pas ses moyens, les moyens de l'État propres pour défendre notre souveraineté. Mais je crois, qu'est-ce que Félix peut apporter maintenant? Si ce n'est pas ça. Kabila était président de la République. Il est allé jusqu'au deuxième tour avec Jean-Pierre Bemba. Et n'oubliez pas, il est venu d'où? Il est le fils de qui? C'est un ex-général-major. Mais qui s'est comporté comme quelqu'un qui était, je ne sais pas, qui est né aux États-Unis, dans un pays de liberté d'expression. Là, vous attendez parler, c'est au président Félix de dépolitiser la CENI. C'est à lui. Je crois que ça peut être son ajout. Parce que Kabila a fait ce qu'il a fait. Si lui, il arrive et qu'il dit, moi, ce que j'ajoute, c'est ce qui s'est fait ailleurs. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce que nous n'avons pas des personnalités fortes. Et même si on a des personnalités fortes, ils subissent toujours ce que Tambo Mwamba, Mabunda, Obulu, Kilomba ont subi. Moi, je me dis, je serai le premier président, je démissionne parce que je vais postuler à ma propre succession. Ça va lui faire grand. Même s'il échoue, il sera grand. Il ne le fait pas encore. Il n'est pas encore engagé dans cette dynamique. Non, il n'est pas engagé parce que la loi, il faut qu'il y ait la loi. Il faut que la constitution soit révisée. Il faut aussi qu'il y ait la loi électorale conditionne ça à son article, je crois, 10 pour les critères pour être éligible. Donc, il faut que la loi électorale rende inéligible tout celui qui assume des postes publics de l'État pour éviter qu'il puisse tout candidat qui continuera à assumer des postes publics. Évidemment. Parce que il y a toujours une pression exercée sur la CENI. Vous parlez sur aussi, la justice. Vous parlez aussi de la corruption électorale. Évidemment. Qu'en est-il exactement? La corruption électorale, je voulais que ça soit aussi criminalisé. Hein? C'est-à-dire... si vous pouvez d'abord commencer par définir la corruption électorale. Okay. La corruption électorale, c'est ce qui s'est fait en Corée du Sud. C'est que tout don, tout présent pour l'achat des consciences des électeurs est puni comme corruption électorale. Exemple. Et la sanction, c'est la privation des droits politiques. Exemple. Exemple. Un candidat député qui distribue de l'argent pour se faire élire. Un candidat député qui distribue des pagnes, qui achète, qui donne des dons, qui répare les choses, qui paie des factures en pleine campagne électorale. Ce candidat doit être sanctionné pour corruption électorale. Okay. Et c'est cela qui pouvait donner maintenant la voix même au scrutin indirect, comme celui du gouverneur, celui du sénateur. Parce que là aussi, il y a la corruption. Et je crois qu'il fallait commencer au niveau du suffrage universel direct pour remonter au suffrage universel indirect. Et en même temps, vous préconisez la création d'une inspection judiciaire électorale. Évidemment. Avec des OPJ. Avec des OPJ à compétences restreintes. C'est qu'il fallait qu'il y ait l'inspection. Ça s'est fait ailleurs. Ailleurs, par exemple, vous êtes au Brésil, il y a les TC, c'est-à-dire les tribunaux spéciaux électoraux. Même en Corée du Sud aussi. C'est que ce n'est pas ici où la CENI n'a pas la mission tribunicienne. Ailleurs, la CENI
a aussi une mission juridictionnelle. Mais moi, je dis non. Au sein de la CENI, qu'il y ait une inspection. C'est que cette inspection doit, à chaque fin de scrutin, documenter comment s'est déroulé le scrutin, les dépouillements, qu'est-ce qui a été comme incident, et même le résultat. Ça doit être en possession de cet organe qu'on appellera inspection judiciaire électorale. Mais dans ces cas, quel aura alors le rôle de la Cour constitutionnelle? Donc, cette inspection travaillera sous la conduite du parquet, même du parquet près la Cour constitutionnelle, même le parquet près la Cour administrative d'appel. Parce que ça arrive, j'ai dit, il y a toujours des difficultés pour un candidat de produire des preuves légales. C'est-à-dire, apportez-nous le PV. C'est impossible que tous les candidats puissent avoir le PV. C'est très impossible. Parce que le PV, sa production est limitée. Mais les candidats, il y en a beaucoup, avec plus de témoins. Mais avec l'inspection, on sera capable de savoir que non, tel bureau, on a eu autant, tel, on a eu autant. Parce que tout sera numérisé. N'est-ce pas, il y aura encore des gens qui vont recuser même la sincérité des résolutions ou carrément de ce que ce tribunal va dire? Non. Il y aura toujours un certain nombre de gens qui vont justement s'opposer. Hein. Non, on peut s'opposer, mais il fallait que la vérité soit la vérité. La vérité qui soit la vérité. Parce que là, le candidat aura deux maintenant moyens. D'une part, l'inspection judiciaire électorale qui va l'aider. C'est comme vous avez un cas, par exemple, pour des infractions de droit commun. L'OPJ a constaté ces faits infractionnels. L'OPJ peut remonter ça au niveau du parquet. Ça peut arriver aussi que l'OPJ, du fait qu'il a documenté ça, vous pouvez écrire au parquet général pour lever des copies et pour vous servir de ces. Mais à côté des OPJ, il y aura aussi des représentants des partis politiques. Parce que, bon, il faut le dire, les partis politiques, puisqu'ils sont jaloux de leur voix, surtout pendant les élections, auront toujours besoin de placer des gens pour justement inspecter les déroulements. Oui, les partis politiques envoient les témoins. Et les témoins sont permanents dans le bureau de vote. Mais la plupart des témoins ne sont pas aussi formés. Au sein même de cette inspection judiciaire. Mais attention, il y a un problème sociologique électoral dans notre pays. Ce qui fait que, quand par exemple vous êtes à... Prenons, vous êtes observateur. L'élection présidentielle qui s'organise à Kabé-Akamon. OK? Où tous les gens qui sont là sont des témoins. OK? Bon, vous maintenant, Fayoulou, vous envoyez vos témoins aller faire quoi à Kabé-Akamon? Pour superviser vos voix? Non. Parce que quand on vous voit seulement même avec quoi on peut vous lyncher. Vous êtes, par exemple, c'est Kamere qui est candidat président. Et vous, Jean-Pierre Bemba, vous envoyez vos témoins à Walungu? Non. Mais les inspecteurs peuvent faire ça. Peuvent documenter. Mais il y a déjà des observateurs, n'est-ce pas? C'est aussi trop encombré les processus électoraux. Plusieurs témoins, plusieurs observateurs, nationaux comme internationaux, non. Et après des inspecteurs. Vous oubliez les choses qui se passent dans la CENI. La CENI, vous voyez plus le président de la CENI, non. La tricherie commence dans le centre du bureau de vote. Vous êtes terminé à la tête alors de la CENI, à la présidence de la CENI. À la tête, c'est la compilation. Donc, ça passe au centre de compilation et ça remonte. Mais qu'est-ce qui se passe? Les membres du bureau de vote, ils viennent d'où? Ce sont les enseignants. Les enseignants sont qui? Ce sont les fils natifs de ces coins. Or, chaque candidat député a d'abord son groupement, son village. Et il arrive que dans le centre-là, tous sont les membres de sa famille biologique. Tous les enseignants qui sont là. Ce sont les noko, les cousins, tout comme ça. Vous voyez déjà qu'il peut y avoir le bourrage des urnes à partir de là.
facilité par le membre même de la CENI. Quoi qu'il il prête serment, il signe l'acte d'engagement. Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent. Que les membres de la CENI, recrutés dans le bureau de vote, sont d'abord les frères et de certains candidats, députés comme aussi présidents. Mais les inspecteurs, s'ils travaillent en connivence avec les observateurs, et bien sûr certains témoins, et quand même, ils peuvent être mutés n'importe où. N'importe où. Mais on ne peut pas déplacer les membres du bureau de vote de telle place vers un autre lieu. Non. C'est là où il y a un problème. Le problème de la suppléance, ça aussi, ça dérange. Bon, les processus électoraux dans notre pays, et surtout la préélection. Oui. Pour les gens des G13, et ils ont proposé qu'on insère dans la loi, dans cette disposition, que les suppléants ne soient pas membres de la famille. Non, nous on a dit non. Ça c'est trop bas. Les élections n'ont pas commencé seulement avec Malo Malo. Au Congo, sous Zaïre, on organisait les élections législatives avec les commissaires du peuple et tout consort. Mais la suppléance, c'était comment? C'était le meilleur perdant. Les candidats meilleurs perdants, c'était lui d'office, le premier suppléant. Et ça, c'est démocratique. Vous êtes candidat à Bandal. Vous sautez le premier avec 15 000 voix. Moi, je suis le deuxième avec 13 000 voix. Mais toi, on te nomme ministre. Maintenant, toi, tu dois prendre qui? Ton suppléant qui est, bon, même si vous annulez, qu'il ne soit pas membre de famille, votre petit du parti. Non. Mais c'est mieux qu'on prenne moi, qui était candidat malheureux avec 12 000 voix, parce que j'ai quand même une légitimité. C'est pourquoi nous disons pour la question de suppléance qu'on rentre comme à l'époque d'Isaïe, où le premier suppléant, c'est les candidats malheureux les plus élus. Les plus élus, n'est-ce pas là? Est-ce que vous pensez, puisque quand on parle réforme, on doit impérativement aussi voir les députés nationaux, l'Assemblée nationale, par là que ces réformes doivent passer. Cette Assemblée nationale constituée des présidents de partis politiques qui se retrouvent justement dans ces phénomènes de suppléants petits du parti, un cadre du parti. Est-ce que vous pensez que ces députés vont faire passer cette proposition notamment? Mais c'est pourquoi nous échouons souvent. Parce que ça dérange leurs intérêts carrément. Mais c'est ça. Or, par essence, la loi, c'est l'expression générale de la volonté du peuple. OK? Et lorsqu'on fait une réforme, c'est pour résoudre un problème. Et la nature, les caractéristiques d'une règle des droits, il y a un caractère impersonnel et un caractère général. Lorsqu'on taille une loi sur mesure, on risque de subir cette même conséquence. Donc, vous appelez les députés nationaux carrément à faire un sursaut de patriotisme pour faire passer ce patriotisme. Malgré qu'ils seront des grands perdants dans cette affaire, parce que pour la plupart, et maintenant, bénéficient ils acceptent ça de cette disposition. Mais maintenant, avec la proposition de G13, il n'y aura plus moyen. Parce que prenons l'exemple de Excellence Moussa. Son fils, il a laissé son fils. Mais avec la proposition de G13. Vous parlez de Lucien Boussa. De Lucien Boussa. Ce ne sera plus son fils. Ce sera qui? Ce sera un autre garçon de son parti politique. Alors, qu'est-ce que ça a résolu? Ça n'a rien résolu. Mais nous parlons au nom de la démocratie. Et ça n'a pas causé de problème. On a observé ça depuis 1960 jusqu'aux dernières élections législatives de 87. C'est ça. Allez, avant de parler même recensement, parce que c'est aussi une question qui fâche, qui divise certains partis politiques, certains leaders politiques, parlons du renforcement du critérium des candidats. Vous voulez dire
que les critériums qui est en vigueur dans la loi électorale, inscrit dans la loi électorale, n'est pas viable, ou bien il faut carrément justement renforcer, enlever certains critères pour ajouter d'autres. Oui, vous savez, en 2015, non, c'est en 2013, 15, j'ai fait une publication en disant l'élection politique a trahi la démocratie en République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? J'ai comparé la législature de 1+4. J'ai comparé où les députés étaient désignés, pas élus, et les sénateurs désignés. J'ai comparé avec la législature maintenant de 2006, sous Kamere et Bochak. Après, j'ai comparé avec la législature de 2011. J'ai vu qu'on était en train de dégringoler. Les quotients intellectuels de notre Assemblée nationale ne faisaient que de baisser. Très intelligent, moins intelligent. Donc actuellement, vous accusez les députés nationaux d'être des moins intelligents. Quotient intellectuel de l'Assemblée nationale. Quand vous comparez les députés nationaux. Évidemment. Si vous comparez les députés nationaux sous 1+4 et les députés nationaux que les élections ont produit de 2006, ceux de 1+4 étaient meilleurs. Donc vous remettez en cause les conseils intellectuels de Lézère Tamboué, de Daniel Safou. Non, je parle, il y a l'intelligence collective. Ok? On arrive en 2011. 2011, le député élu de 2011 était moins que ceux de 2000. Vous prenez cette assemblée. Le Kondo vient de mourir. Hein? Si vous enlevez le Tundu, là, Delis et Sanga, Njoli, Bazaïba, Nyarugabo, je crois encore 4 là. Qui restera cette assemblée nationale? Daniel Safou est là. Je dis, qui restera cette assemblée nationale? Daniel Safou est là. Donc, pour vous dire quoi? Qu'est-ce que nous on a observé? Nous disons ceci. Les élections, depuis les temps immémoriaux, ont été toujours contestées par les philosophes. Aristote ne voulait pas les élections. Vous savez, les gens confondent les élections et la démocratie, non? Le suffrage universel n'a pas fait encore 2 siècles, n'a pas encore 200 ans. Socrate disait, il était pour le tirage au sort. Il disait, le tirage au sort, c'est un choix divin. Mais tandis que les votes, c'est un choix de l'homme humain. Et le choix humain est toujours très bien, maître, erroné. On arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ, Dieu, a perdu les élections devant Barabbas. Tout simplement parce que l'électorat était composé par qui? Par des badauds. Alors nous disons ceci, renforçons les critériums. C'est-à-dire, 1, nous sommes des Africains. Des critériums partout pour être notable. L'expertise, il faut passer par l'initiation pour être notable. 2, il faut avoir une probité morale irréprochable. Il y en a qui diront qu'ils sont populaires. Alors, comme nous sommes déjà dans la modernisation, nous disons ceci. Il faut cumuler les niveaux intellectuels, le minimum licence et l'expérience professionnelle. Vous savez, la France, plus de 70% de ceux qui font la vie politique, ils viennent de l'ENA. C'est pourquoi la France avance. Ils ont appris comment fonctionne un État. Mais ce n'est pas n'importe quel ramasseur de cacailloux. Si parce que tu ramasses beaucoup d'ananas, tu distribues au village, tu es aimé, non. Mais les Congos, les élus, ce n'est pas des hommes populaires. Les Congos des Kabound, les Congos de beaucoup d'autres leaders, surtout des nouveaux leaders, avancent aussi. Hein. Ça n'avancera pas. Regardez les problèmes qu'a aujourd'hui le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Pouy. Je savais ça. Un monsieur, là où tous les pasteurs ont échoué en politique, lui quand même, il a fait honorer le pasteur. Là où tous les professeurs ont échoué, lui étant qu'un professeur, il a honoré. Mais parce que seulement ses collègues députés, ils ne comprennent rien de la gestion. On leur dit que... C'est quand même fort vos affirmations. Hein. Je dis quoi? Ils ne comprennent rien de la gestion. Que celui qui gère, c'est le gouverneur, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale. Mais comme il y a l'argent des vignettes, alors il faut faire la pression pour qu'on se distribue. Voilà, il y a des problèmes. Vos critériums, il y en a 2.
d'abord les minimums, être licencié et puis par après l'expérience Mais j'ai dit ceci, professionnelle. pour ceux qui ont déjà exercé ces postes, parce qu'ils en ont l'expérience, ok, et ils font la dérogation, ils font l'exception. Très bien. Ensuite, déjà, on doit cette fois-ci parler du recensement. Quelle est votre vision de choses? Êtes-vous pour les recensements bien avant la tenue des élections, ou bien vous êtes de ceux qui pensent que l'on peut aller avec les fichiers électoraux constitués par la CENI, bien que les mêmes fichiers étaient qualifiés de corrompus? Ah non, j'ai dit, les deux ça peut marcher, mais il ne faut pas qu'on puisse dramatiser les choses. Le recensement, j'ai dit oui, mais les gens évoquent seulement les défis financiers, donc les 350 millions de dollars. 360 millions de dollars demandés par l'ONIP. Mais ce défi financier n'est pas célibataire. Hein. Il est marié au défi sécuritaire. Vous savez, les gens vantent les recensements de 1984. Mais c'était un échec total. Les recensements de 1984. Un, ça n'a pas pris en compte les peuples autochtones. Beaucoup de pygmées n'ont pas été recensés. Deux, ça a recensé beaucoup d'étrangers. Tous les Bazombo, les Angolais, ils ont été recensés. Le recensement sous Mobutu. Sous Mobutu. Les Rwandais étaient recensés. Vous savez, en 94, quand Kagame prend le Rwanda, il a fait revenir tous ses frères. Ils ont jeté nos cartes pour citoyens aux frontières. Trois, comme ça n'a pas résolu les défis sécuritaires. Vous savez que Mouzé Kabila n'a pas été recensé en 84. Et pas seulement parce qu'il était au maquis, hein? Il était au maquis de et pas seulement lui. Normal. Et ses maquisards et tous les habitants qui habitaient les villages sous contrôle de Ewabora et de Congo Mukaoni et même du front nord-ouest. Donc ça, il faut corriger maintenant les erreurs de recensement de 84. Aujourd'hui, nous avons les éleveurs étrangers Mbororo avec des armes. Aujourd'hui, j'apprends, on vient d'arrêter, l'auditorat vient d'arrêter un jeune de mouvement citoyen qui organise une marche à Beni. Ce n'est pas encore confirmé. Hein, mais l'auditorat voit les Mbororo avec des armes, les étrangers. On ne les arrête pas. Vous allez organiser le recensement sous contrôle des Mbororo. Vous allez organiser le recensement à Massissi sous contrôle des FDLR. Vous savez que les fichiers de la CENI du Nord Kivu, il y avait 400 000 Rwandais. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la volonté du peuplement. Il y a les étrangers qui veulent occuper ces pays. Il y a aujourd'hui des étrangers qui occupent ces pays et qui créent même des villages, qui débaptisent les villages avec des noms. Ou Rwanda, ou tous ces noms-là. Et vous voulez aller au recensement, recenser, c'est les intégrer maintenant dans l'autre fichier de l'État civil. Et vous suggérez quoi? Partout, il y a des armées étrangères. Ce que je suggère, c'est quoi? Si vous voulez le recensement administratif de la population, il faut déjà commencer d'abord à terminer le défi sécuritaire. Demandez à toutes les armées étrangères de quitter le territoire. Mais jusqu'à quand il faut demander. Pourquoi ne pas organiser une offensive aussi forte, une offensive aussi très répressive? Mais c'est la volonté du pouvoir d'aujourd'hui. Je vous dis, le régime actuel a la chance. Kabila a trouvé combien d'officiers? Il a trouvé vraiment une armée. Mais il a laissé la 10e armée, 8e armée d'Afrique. Mais vous êtes en fonction avec 8e armée en Afrique. Avec un budget de plus de 6 milliards de dollars. Pourtant, Kabila a trouvé un budget national de 300 millions de dollars. Pays balkanisé. Mais vous trouvez le pays uni, sauf une partie là de Beni avec les ADF, où il y a un problème de renseignement. Ce n'est pas même un problème c'est le problème de renseignement. Mais il y a des liens, puis il y a l'année là-bas, même s'il y a là-bas. Alors, mais c'est ça, il faut donner seulement des moyens. Il faut donner des moyens. Mais je dis, lorsque l'armée zambienne occupe les Katanga, une partie des Katanga, vous savez, c'est l'armée la plus faible. Même une compagnie de roulage peut chasser l'armée zambienne. Mais pourquoi? Pourquoi aller dans la Moba? Mais pourquoi aller à négocier avec la Zambie? Non, ça ne se fait pas. La congolité, c'est la dernière question. Oui. C'est par là que nous allons nous séparer. C'est une épineuse question, il faut le dire. Noël Tchani, un leader politique, propose aux députés d'insérer aussi cette réforme.
que pour être candidat, pour être un président de la République dans notre pays, il faut avoir des parents d'origine congolaise. Vous savez la question de Noël Tchani là? Rapidement, oui. Sur le plan scientifique, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir profondément. Mais sur le plan politique, ça crée des problèmes. Parce que sur le plan politique, on voit déjà que Tchani est sous-traité pour exclure la candidature de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Oui. Mais sur le plan scientifique, je dis bien, parce qu'une loi s'inspire de nos valeurs culturelles. Je ne sais pas si vous êtes si vous avez déjà été au village. Pour être chef coutumier, on choisit toujours le prince dont sa mère est de la même chefferie qui est le roi, qui est le chef coutumier. Dans plusieurs ethnies, cette pratique existe. Deuxième chose, aujourd'hui, vous savez que les enfants produits des viols par les FDLR au Kivu, à Chabunda, à Mwenga, ils sont aujourd'hui beaucoup, ils ont atteint 20 à 22 ans. Et ont la nationalité congolaise. Ils ont la nationalité congolaise. Mais ces enfants, pourquoi les FDLR, les Rwandais, quand ils les prennent, il faut toujours rendre enceinte la femme congolaise. C'est bien planifié. Vous verrez qu'il y aura des ONG étrangères qui vont venir prendre en charge ces enfants, leur donner des bourses à l'étranger, étudier, leur donner des moyens, parce que leur papa, c'est eux qui pillent nos richesses. Donc ces enfants-là, demain, ce seront des riches, ils peuvent battre campagne comme députés et tout ça. La congolité. Donc, ces enfants-là étant rwandais, ok, des pères, mais congolais, des mères, ça va créer des problèmes. Et donc, c'est que pour Tchani, il a peur d'avoir un Mikhail Gorbatchev à RDC. Et vous partagez scientifiquement, il a raison. Mais politiquement, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que je sais là où ça va. Mais aujourd'hui, ça devient un peu trop tard. C'est pourquoi j'ai dit politiquement, ça devient trop tard. Parce qu'on a accepté de nommer des étrangers d'origine congolaise, de ministres dans ce pays, de premiers ministres. Ils sont là au Sénat, ils sont là au Parlement, et nous connaissons tous qui sont des étrangers d'origine congolaise, mais on les nomme. Ils sont beaucoup à la présidence de la République. Et donc, moi je trouve que c'est une question qui doit être très, 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 très bien appréhendée, mais sans émotion. Pourquoi, par exemple? La nationalité, par définition, c'est un lien juridique, politique et sociologique. La nationalité d'origine, par filiation, prend soit un parent, soit congolais. Mais attention, la nationalité congolaise est unique et exclusive. Cela veut dire, lorsque tu es congolais au nom de ta mère, mais si ton père est rwandais, or le Rwanda c'est le jus sanguinus, c'est que tu demeures toujours rwandais, c'est que tu n'es plus congolais. Et alors qu'en est-il? Je vais poser cette question à répondre même dans 30 secondes parce qu'on a déjà terminé notre temps. Qu'en est-il des enfants qui sont nés par exemple en Belgique? Je prends l'exemple des enfants du couple présidentiel nés en Belgique et avec des parents qui sont d'origine congolaise. Ces enfants peuvent demain être aussi président de la République. Non. Et c'est ça, les comédies portées ne comprennent pas. Ils disent, oh, il est congolais, toi et puis papa naïe. Non. Même les petits-fils de Lumumba, nés en Belgique, même nés dans l'avion Air France, qui veut décoller de l'aéroport de Njili. Vous voyez par exemple l'avion Air France de la Belgique ici, SN Bruxelles. Oui. Vous, votre épouse, qui est congolaise, met au monde un enfant, un bébé là-bas, nouveau-né, dans l'avion, dans l'aéronef. Cet enfant est belge ou français. Donc, même les enfants du couple présidentiel ne pourront plus s'ils sont nés et devenir président. Non. Maintenant, là, ils doivent faire maintenant quoi? Ils doivent devenir des Congolais par adoption. Tu vois? Merci. Ils doivent renoncer à la nationalité belge si ils ont. Et ils deviennent Congolais maintenant par Congolais d'origine, par filiation de leur père. Merci. Donc là, maintenant, on voit les jus sanguinis
on laisse Ius Solus. Merci Maître Carlos Moupili, président national de la clinique électorale de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement. Surtout merci à vous qui avez suivi cette émission religieusement. Merci infiniment. Les prochains numéros, c'est à très bientôt. Au revoir.